le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAPDEL, la CERTIVI et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance et suis des professionnels au thème de la séance précédente où la notion de mutation génique-conduite a été formée. Cet exercice a été donné l'électrophorèse de l'hémoglobine réalisée chez cette personne appelée basée la plaque électrophorésique montre les éléments de la Ces personnes sont Moussa, Mofa et Simi. Et si vous lisez le document, on a l'élément de première question. Sachant que les drépanocytaires deviennent le globule S à l'état homozygote et que la lèvre responsable est confiée, puis le type des 5 individus. Chers apprenants, pour écrire les génotypes, il faut partir de l'information fournie par le document. La plaque électrophorétique nous montre qu'il y a deux types d'hémoglobine. Alors, on va donc supposer ici qu'il existe un gène qui possède deux allèles. L'un va coder pour l'hémoglobine normale et l'un code pour l'hémoglobine anormale. Autrement dit, les résultats obtenus sur ce document peuvent donc nous donner des précisions sur ce qui est des allèles présents chez chaque individu. En guise de réponse, nous allons considérer l'allèle grand A, l'allèle dominant, qui en s'exprimant donne l'hémoglobine normale A. L'allèle récessif petit s, soit dit que l'allèle responsable de la drépanocytose récessif, lorsqu'il s'exprime, c'est l'hémoglobine S qui est synthétisée. Et l'hémoglobine S, c'est l'hémoglobine anormale qui est responsable généralement de la déformation des hématies chez les drépanocytaires. L'inventaire des allèles étant fait, écrivons les génotypes de Moussa et d'Onfa. Nous lisons sur la plaque électrophorétique que Moussa possède les deux versions, les deux types d'hémoglobine, pareil au d'Onfa. Cela nous permet donc de comprendre que Moussa est hétérozygote, on écrit son génotype AS, pareil pour Donfac. Écrivons les génotypes de D et Simi et God. Lorsqu'on exploite les résultats obtenus sur la plaque électrophorétique, on voit que D possède une seule version de l'hémoglobine et c'est l'hémoglobine S. Et Simi possède une seule version de l'hémoglobine et c'est l'hémoglobine normale A. L'on possède les deux versions de l'hémoglobine. Ces observations étant faites, le génotype de D s'écrira petit s, il est homozygote, et Simi
possède l'hémoglobine normale, A, il est homozygote puisque si la plaque pourrait que c'est, il possède seulement un seul type d'hémoglobine. Ngon possède les deux types d'hémoglobine, donc il est hétérozygote et on écrit son génotype grand A, petit S. On va maintenant déterminer les phénotypes issus d'une union, par exemple entre Moussa et Simbi, connaissant bien sûr leur génotype. Pour cela, vous pouvez construire dans cet échiquier de croisement où, sachant que Simbi est homozygote A et Moussa hétérozygote AS, on va obtenir deux génotypes possibles, à savoir AA et AS. Phénotypiquement, les descendants auront l'hémoglobine A, qui possède l'allèle dominante qui s'exprime et masque l'expression de l'allèle récessif. Écrivons le génotype, le phénotype résultant d'une union entre Nonfa et Ngon. Connaissant leur génotype, ils sont tous deux hétérozygotes. D'après l'échiquier de croisement, on a 4 génotypes possibles. Donc 3 cas de phénotype A et 1 cas pour le phénotype S. Et c'est le phénotype qui correspond à l'état malade, à l'état drépanocytaire. Nous sommes toujours dans notre 4e séquence et nous allons étudier les mutations chromosomiques. Cette leçon fait suite à la séance précédente qui portait sur les mutations géniques et sera déroulée suivant ce plan, où nous allons mettre en évidence quelques anomalies chromosomiques et ensuite comprendre les mécanismes et dégager les conséquences. À la fin de cette séance, vous serez capable d'expliquer les mutations chromosomiques, comment ces mutations s'opèrent. Pour cela, il est important de rappeler quelques notions. Premièrement, la notion de karyotype, qui est le nombre total de chromosomes d'une cellule classée selon leur forme, leur taille et selon la position du centromère. Il est aussi important de rappeler la notion de formule chromosomique qui est la notation du résultat d'un karyotype. Vous savez que le karyotype donne le nombre de chromosomes de la cellule. Et la notation conventionnelle voudrait qu'on écrive le nombre de chromosomes et par la suite on donne des précisions. À titre d'exemple, chez l'homme, comme l'homme possède 46 chromosomes, on écrit le nombre total de chromosomes. Et comme on sait que l'homme possède une paire de chromosomes sexuels notés XY, on va marquer virgule et on écrit XY, la virgule signifiant donc. Donc on va lire, la notation s'écrira par exemple pour l'homme 46 chromosomes, dont la paire XY, et chez la femme 46 chromosomes, dont la paire XX. Bien sûr, vous avez été familiarisé à cette forme d'écriture qui est une approche plus didactique. On peut donc écrire la formule chromosomique de l'homme en disant 2N égale à 44 autosomes, chromosome sexuel plus la paire, chromosome XY. Pareil pour la femme, 44 autosomes plus la paire XX. Chers apprenants, bien sûr, vous savez que le chromosome se localise dans le noyau de la cellule eucaryote et dans le cytoplasme de la cellule prokaryote. Si on considère une cellule eucaryote, le chromosome en réalité c'est de l'ADN condensé autour des histones. Et là, vous avez des degrés de décondensation du chromosome. Et nous voyons bien que le chromosome est constitué de l'ADN. Et sur le karyotype, les chromosomes ont des formes différentes selon qu'ils possèdent des bras courts ou des bras longs. Le bras court est généralement appelé bras P et le bras long est généralement appelé le bras Q. Et lorsque le chromosome est dédoublé, il possède donc deux chromosomes suffisent pour chromatides qui
se réunissent au niveau de cette région appelée centromère. Bien, voilà donc pour les rappels qui sont bien sûr importants. Et nous allons donc comprendre ce qui arrive à M. Sama et Mademoiselle Amy. M. Sama et Mademoiselle Amy ont un projet de se marier. Ils sont âgés respectivement de 45 et 40 ans. Le futur couple est perplexe car selon le médecin, à l'analyse de leur karyotype, émet quelques craintes sur la possibilité d'infertilité chez Amy. Et on peut se demander mais comment, au vu du karyotype, le médecin craint. C'est quoi il se base pour émettre ces craintes. Sachant donc que le problème est posé, on va donc se demander comment peut-on expliquer la survenue de certaines anomalies chromosomiques, si elles existent, et lesquelles pourraient expliquer le problème du futur couple. Alors, comme hypothèse, on peut donc, pour comprendre la crainte du médecin, en disant que le karyotype peut-être de l'un d'entre eux présente un nombre anormal de chromosomes. Ça peut être la crainte du médecin. Deuxièmement, le karyotype présente des chromosomes mal formés. Troisièmement, la crainte du médecin peut venir du fait que leurs gamètes ont un nombre anormal de chromosomes. C'est-à-dire que le problème peut se trouver dans leurs gamètes. Et enfin, la crainte du médecin peut se trouver dans le fait que leur âge favorise la naissance des enfants malades. C'est leur âge, c'est un problème. Nous allons donc mieux comprendre les craintes du médecin et on va vérifier cette hypothèse en analysant donc des karyotypes. Donc, on va supposer qu'on a des karyotypes normaux et anormaux et on verra si l'étude de ces karyotypes peut nous permettre de comprendre le problème soulevé tout à l'heure. Nous avons donc le karyotype normal, humain normal, ça peut être pour un homme ou une femme. Et à droite, vous avez le karyotype d'un individu, homme-femme, atteint de la trisomie 21. Nous allons exploiter rapidement ce document. On demande de dire si cette anomalie est autosomale ou chronosomale. On observe bien que l'anomalie qui se trouve à ce niveau concerne les chromosomes non sexuels. Ensuite, il faut écrire dans la formule chromosomique de l'individu qui présente l'anomalie. Nous avons vu comment on écrit la formule chromosomique. Vu que l'homme a normalement 46 chromosomes, pour un karyotype on relève la trisomie 21, on écrira pour l'homme 47 chromosomes parce qu'il y a eu l'ajout d'un chromosome, il y a un chromosome surnuméraire au niveau de la paire 21, ce qui fait donc 47 chromosomes dont la paire XY chez l'homme et chez la femme, 47 chromosomes dont la paire XX. On a cette fois le karyotype humain normal et le karyotype réalisé chez une personne atteinte d'une monosomie 21. L'anomalie est-elle autosomale ou chronosomale? Bien entendu, elle est autosomale et on voit qu'il y a un chromosome en moins au niveau de 21. Écrivons donc la formule chromosomique de l'individu présentant l'anomalie. Vu qu'il y a un chromosome en moins, l'homme aura donc cette fois 45 chromosomes au lieu de 46, dont la paire de chromosomes c'est ici XY. La femme 45 chromosomes, dont la paire XX. On compare cette fois le karyotype d'un garçon normal au karyotype d'un garçon anormal. Et anormal parce que ce garçon est atteint du syndrome de Klinefelter. Et lorsqu'on observe le karyotype, on voit donc au niveau de la paire de chromosomes sexuels, il y a un chromosome surnuméraire et qui s'est ajouté. Donc cette anomalie est chronosomale et on peut donc écrire la formule chromosomique de l'individu qui présente l'anomalie. Je précise que cette anomalie atteint généralement les hommes. En guise de réponse, vu qu'il y a un chromosome surnuméraire et c'est un chromosome,
On écrira donc pour l'homme 47 chromosomes, dont XX, Y. On compare maintenant le caractère normal d'une femme au caractère anormal d'une femme qui est atteinte du syndrome de Turner. Voilà une autre anomalie chromosomique qui, selon la littérature scientifique, touche généralement les femmes. Si on observe ce caractère anormal, on va voir qu'il y a un chromosome sexuel qui manque. On va donc dire que l'anomalie est chromosomale car il existe, en tout cas, un chromosome est manquant. On peut donc écrire la formule chromosomique, vu qu'il y a un chromosome sexuel en moins, la formule chromosomique de cette femme s'écrira 45 chromosomes, dont le chromosome X, et on va utiliser le symbole 0 pour dire qu'il y a un chromosome qui manque. Ensuite, d'après la littérature scientifique, on voit que les anomalies qu'on vient de découvrir, d'étudier, correspondent à ce qu'on appelle des aneuploïdies, c'est-à-dire l'état d'une cellule qui présente un nombre anormal de chromosomes. Au vu des documents exploités tout à l'heure, relevons les aneuploïdies qui vont correspondre à une augmentation du nombre de chromosomes. Bien entendu, si vous avez regardé attentivement les activités, il s'agit des trisomies. On peut avoir la trisomie 21, trisomie 23, la trisomie 13, la trisomie 18. Ça, ce sont donc des aneuploïdies qui correspondent à une augmentation du nombre de chromosomes. Et les monosomies 22 et 23, comme c'est les cas que nous avons étudiés, ces monosomies correspondent donc à une diminution du nombre de chromosomes. Et on a vu ici, dans le cas d'espèce, il y a absence soit d'un autosome, soit d'un gonosome. Nous avons ce document qui présente un type particulier d'aneuploïdie. Nous devons nommer donc ce type d'aneuploïdie et définir. Lorsque nous observons le document, nous avons celui normal qui compte 6 chromosomes dont la cellule est diploïde. Et par conséquent, donc, elle va posséder un lot haploïde de 3 chromosomes. Maintenant, vous voyez donc que cette cellule normale subit une mutation. Et on se retrouve ici avec 3 lots haploïdes. La cellule peut plutôt subir une autre mutation. On se retrouve plutôt avec 4 lots haploïdes. Et vous voyez donc que la cellule mutée peut se retrouver soit, alors la cellule qui est 2N se trouve maintenant avec une gageure 3N, soit avec une gageure 4N. Alors, ce type particulier d'aneuploïdie où il y a caractérisé par une augmentation de la gageure chromosomique globale est appelé polyploïdie. Et on va donc définir la polyploïdie comme étant le fait pour un être vivant de posséder plus de 2 lots ou 2 jeux haploïdes de chromosomes. Bien sûr, dans la nature, on verra donc qu'il y a certains êtres vivants chez qui cette aneuploïdie survient. Ils peuvent se trouver avec 3 lots haploïdes, c'est-à-dire sont triploïdes, ou bien ils sont même tétraploïdes. On retient de cette activité qu'une mutation chromosomique peut être soit une aneuploïdie ou une polyploïdie. L'aneuploïdie, c'est cette mutation chromosomique caractérisée par un nombre de chromosomes qui n'est pas un multiple du nombre haploïde. Autrement dit, un nombre anormal de chromosomes. On distingue 2 types d'aneuploïdie. L'aneuploïdie par défaut, ou monosomie, c'est-à-dire qu'il y a perte par exemple d'un chromosome. On a vu le cas du syndrome de Turner, où il y a l'absence d'un chromosome sexuel X. On peut aussi avoir la monosomie 21, on a vu tout à l'heure. On distingue aussi, en plus de l'aneuploïdie par défaut, le deuxième type qui est l'aneuploïdie par excès. Elle correspond à un gain de chromosome. Nous avons vu
l'exemple des trisomies. Trisomie 21 au syndrome de Down, trisomie 13 au syndrome de Pato, trisomie 18 au syndrome d'Edwards. Et la nulosomie, c'est lorsqu'une perte de chromosomes sexuels est absente. Donc, une remarque importante à faire. La polyploïdie, comme on a dit tout à l'heure, c'est le fait pour un être vivant de posséder plus de 2 lots haploïdes ou 2 jeux de chromosomes. Bien. Nous venons donc de voir des mutations chromosomiques qui se matérialisent par une modification du nombre de chromosomes. On verra notre type de mutation en comprenant mieux le mécanisme des mutations chromosomiques. On va donc, pour cela, comprendre déjà l'origine des aneuploïdies. Et on va le faire à l'aide de quelques schémas. On suppose donc une cellule mère diploïde en anaphase 1. On a considéré par exemple la paire 21, 14 et 13. Et au cours de la méiose, l'anaphase peut se faire normalement, c'est-à-dire avec séparation des chromosomes homologues, ou la méiose peut être anormale. Vous voyez que les chromosomes homologues pour la paire 21 ne se sont pas séparés. Dans ce cas, lorsque l'anaphase est normale, on obtiendra plus tard des spermatozoïdes et des ovocytes de normal. Mais dans ce cas de figure, les gamètes auront une garniture chromosomique anormale. Vous allez voir qu'on a des spermatozoïdes ou des ovocytes soit avec N plus 1 chromosome supplémentaire ou bien N moins 1 chromosome. Dans ce cas, lorsque les gamètes normaux vont fusionner, on obtiendra des zygotes normaux. Vous voyez que les zygotes normaux sont diploïdes. C'est les combinaisons chromosomiques qui varient. Mais dans le cas où un spermatozoïde, par exemple, anormal N plus 1 s'unit à un ovocyte 2 normal, on aura une cellule œuf où vous voyez qu'il y a un triplet de chromosomes. Donc, voilà comment on se trouve avec un cas de trisomie. Ou alors un spermatozoïde qui possède N-1 fusionne avec un ovocyte 2 normal et on se trouve avec un zygote dont la garniture c'est 2N-1. Et voilà comment on se trouve avec un cas de monosomie. Bien. On a donc compris la cause des trisomies et des monosomies. On comprend donc que ce sont des phénomènes qui résultent des méioses anormales. Et comment expliquer l'origine de la polyploïdie dans le cadre de la formation des espèces? Alors, pour expliquer cela, il peut arriver donc que les cellules diploïdes au cours de la gamétogenèse, la méiose se déroule de façon anormale et les gamètes qu'on obtient sont toujours diploïdes. Et les deux gamètes diploïdes fusionnent et on se trouve donc avec une cellule qui possède 4 N chromosomes. Bien. En plus des aneuploïdies, nous avons d'autres mutations qui cette fois ne vont pas affecter, qui ne vont pas modifier le nombre de chromosomes. Pour cela, nous avons 4 mutations A, B, C, D, que nous allons étudier ici en comparant le chromosome normal au chromosome muté. Alors, si on considère la mutation A, vous voyez donc qu'il y a une inversion de la portion E et D ici comparée au chromosome normal. Donc, c'est un type de mutation chromosomique. Pour le KB, vous voyez que le segment DE comparé au chromosome normal est quitté. Donc, c'est une mutation dite par délétion. Et vous voyez donc que le chromosome muté a changé de forme. On peut aussi avoir, pour ce cas, si on compare les deux chromosomes normaux ici, aux deux chromosomes mutés, vous observez qu'il y a eu translocation. Il y a eu échange des segments GHI entre ces deux chromosomes. Donc ça, ce sont des mutations dites par translocation. La mutation D, si vous observez le chromosome muté vous comparez au chromosome normal, vous verrez que le chromosome ou ici se retrouve avec le segment DE qui s'est inséré provenant du chromosome précédent. Donc, par rapport à ce chromosome, on parlera de mutation par insertion chromosomique. Et vous voyez donc que la forme du chromosome
Vous voyez qu'ici, c'est plus la forme du chromosome, la structure du chromosome qui change. Donc, la conséquence de cette type de mutation, c'est la modification de la structure du chromosome. Alors, nous retenons, au vu de l'expression de ce document, que la non-séparation des chromosomes au cours des 2 divisions de la méiose peut provoquer des anomalies chromosomiques dont la plupart, d'après la littérature, sont non viables. Elles sont donc source de troubles dans le génome humain, c'est le cas des trisomies, des monosomies. Et les mutations chromosomiques, vu que le chromosome est constitué d'ADN, les mutations chromosomiques affectent un grand nombre de nucléotides de l'ADN de telle sorte que la mutation est observable lorsqu'on fait le karyotype, d'où l'expression aberration chromosomique. L'aberration chromosomique peut se matérialiser, peut se faire soit par duplication, on a vu le cas de la pluripodie, soit par translocation, soit par inversion, soit par délétion, soit par insertion. Hormis la duplication, pour les autres modalités comme je l'ai cité, la conséquence généralement est la modification de la structure du nombre de chromosomes. Et nous avons vu que les aneuploïdies vont plutôt modifier le nombre de chromosomes. Bien. Vous comprenez donc que concernant les aberrations chromosomiques, les mutations chromosomiques, il existe donc globalement les mutations qui affectent le nombre de chromosomes. Elles sont connues sous le nom aneuploïdie et les mutations qui modifient la structure du nombre de chromosomes. Ce soit les délétions, soit les inversions, soit les insertions, soit les translocations. Revenons donc au problème de M. Sama et Mademoiselle Amy qui ont un projet de se marier. On dit que, au vu de leur karyotype, le médecin craint ce qui est la possibilité d'infertilité chez Amy. On a dit tout à l'heure que la crainte du médecin peut trouver origine dans le fait que le karyotype de l'un d'entre eux présente un nombre anormal de chromosomes. Au vu des activités menées tout à l'heure, on valide cette hypothèse. Bien. Les autres hypothèses proposées seront des hypothèses, on va les qualifier de plausibles. Les karyotypes présentent des chromosomes mal formés. On vient de voir qu'il y a des mutations qui peuvent affecter le nombre qui peuvent affecter la forme du chromosome. Enfin, le chromosome appelle sa structure normale. Donc c'est une hypothèse plausible. Leurs gamètes ont un nombre anormal de chromosomes. C'est une hypothèse plausible, vu qu'on n'a pas vraiment étudié les gamètes de M. Sama et de M. Amy, mais les activités menées tout à l'heure de comprendre que c'est une possibilité. Et le médecin aussi n'aura pas tort de craindre que les enfants malades la naissance des enfants malades peut tenir compte de l'âge. Généralement, avec la vieillesse, on produit aussi des cellules qui forcément ne sont pas toujours bien équipées. Alors, voilà donc la notion de mutation chromosomique ainsi déroulée. Nous allons vérifier une fois de plus si les connaissances et les savoirs installés ont été acquis. On va donc rappeler la définition de mutation ou aberration chromosomique, qui est la modification du nombre ou de la structure ou de la structure des chromosomes dans une cellule. L'aneuploïdie, c'est l'état d'une cellule qui présente un nombre anormal de chromosomes. On a vu l'aneuploïdie par défaut et l'aneuploïdie par excès. La monosomie, c'est justement une aneuploïdie par défaut, caractérisée par la perte partielle ou totale d'un chromosome. La polyploïdie, c'est le fait que, pour un être vivant, de posséder plus de 2 lots haploïdes ou jeux de chromosomes. Bien. La méiose atypique ou méiose anormale, c'est une méiose caractérisée par la non-séparation des chromosomes homologues à l'anaphase, pouvant bien sûr entraîner des anomalies chromosomiques. Donc, selon la littérature, certaines ne sont pas viables.
Nous sommes donc parvenus au thème de notre séance et vous allez vous exercer sur cet exercice où on considère les chromosomes des spermatogonie de 2 tropophiles qui ont été isolés et filmés comme vous voyez ce document. On demande de ranger les chromosomes de ces insectes selon leur homologie. Donc c'est un petit travail pratique. Après avoir fait ce travail, vous devez préciser le sexe de chaque individu. Ensuite, vous devez déduire la formule chromosomique des tropophiles étudiés et déduire l'anomalie chromosomique qui serait à l'origine du phénotype de l'une des tropophiles. Je vous retrouve pour la prochaine séquence qui porte sur les prévisions en génétique humaine.